retenir à la fin. Et puis la vie de force de la société civile depuis le début de ce bruit autour du code électoral. On en parle aussi avec notre invité ce matin. Nos sujets pendant nos discussions portent sur deux faits. La multiplication ces derniers temps dans le nord du Bénin d'actes de vandalisme et d'insécurité qui ciblent les écoles et les commissariats. Comment faut-il percevoir cela? Eh bien, les débatteurs en parleront question donc à nos intervenants et puis nous parlerons aussi du stade de l'amitié de Cotonou qui a été déclassé par la Confédération africaine de football. On découvre les raisons et on s'interroge après l'investissement d'environ 13 milliards de francs CFA pour sa rénovation il n'y a même pas longtemps. Bienvenue à tous. Voici donc pour le tour de l'horizon de l'actualité à travers la une des journaux. On va commencer par Fraternité ce matin. Mort Amar, journaliste, analyste sur la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Il a tout pour réussir devant le miroir. Mishka Abdou en aparté et puis à l'issue de la présidentielle de 2024 au Sénégal, trois organisations africaines félicitent le nouvel élu. Passons maintenant à Matin Libre, médiateur entre Macky Sall et Sonko. Alioune Tine appelle à la libération de Madougou et à Ivor, visite interdite, communiqué des avocats de Rekia Madougou. Le matin, sommet de l'entrepreneuriat, sanctuaire de la promulgation de l'auto-emploi des jeunes. Le Béninois libéré, code électoral promulgué, un gros coup en préparation contre Patrice Talon. Le matinal, visite manquée d'un groupe de députés à LD, à Rikiamadougou, à la prison de Misrété, les clarifications du DG de l'APB. Le Soleil Bénin Info, forêt classée de Zanoudi à 2 un lieu rempli d'histoire en voie de disparition. Nous sommes maintenant avec le Télégramme, nommé en Conseil des ministres. Les généraux Sani Bachabi et Maxima Oyo portent leur galon aujourd'hui. Malgré la promulgation du code électoral, le parti Les Démocrates réclame une relecture. L'événement du jour, soja, grains et noix brutes de Kajou au Bénin, l'interdiction d'exportation en vigueur depuis hier. Le quotidien L'Observateur du 1er au 5 avril 2024, Cotonou accueille le premier dialogue mondial des 30 ans de la CIPD. Passons à la priorité, Sahwehwe 2024, le 4 points en communion avec ses frères et sœurs. Le journal d'Abarou, univers médiatique du Bénin, le journal d'Abarou Agri voit le jour demain. Le grand jury, le député Antonin Mido Fionga sur KPFM vendredi, le nouveau code électoral est chrysogène, exclusif et discriminatoire. Nouvelle expression, élection du représentant de la presse, écrite notamment à la HAC, Brice Ogoubiyi, candidat. Et puis libération, soja, grains et noix bruts, l'exportation désormais interdite. Vie des partis politiques, et là nous sommes avec le coopérant, l'heure des clans et de la division chez les démocrates. Le potentiel accident lors de l'opération de contrôle de port de casque dans le Koufou. À Zovel, le commissaire se retrouve avec une jambe gravement fracturée. Un motocycliste sans casque a foncé sur le chef d'unité. La radiographie de la chambre n'annonce rien de bon pour la victime. En fuite et ayant abandonné sa moto sur place, l'auteur de ce choc est recherché. Le Figaro national, échange entre cours constitutionnels, le Bénin et Madagascar renforce leur coopération. Chasseur info, tendance des élections professionnelles sectorielles dans l'enseignement. Homme nouvelle, rafle les 8 postes au MAMP. Un partage équitable au MESTFP. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Mort Amar, journaliste analyste sur la présidentielle de Bassirou Diomaye Faye. Et lui, secrétaire général de la COSI Bénin.
C'est à propos justement de la situation faite aux AME, les aspirants au métier de l'enseignement. Le syndicaliste pense que c'est une symphonie qui est inachevée parce qu'il y a quelque chose qui manque justement à ce qui a été apporté par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui manque? Achetez le journal et lisez. Lisez aussi l'avis d'un spécialiste, analyste politique et journaliste sur le mandat qui attend Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Il prête serment aujourd'hui, tout le monde le sait. Comment va se passer son mandat? Eh bien, l'analyste propose sa lecture. Et vous avez au bas de la page 3, je dois dire les félicitations de 3 organisations africaines à l'endroit du nouveau président élu à Dakar. Que disent-ils et quelles sont ces organisations? Fraternité vous propose des détails. Il y a un anniversaire lugubre qu'on célèbre sur le continent. Et bien, cela fait 30 ans maintenant que le Rwanda a connu le génocide. Et curieusement, c'est à cette date de célébration, de mauvaise célébration, dois-je dire, qu'on découvre d'autres charniers ayant accueilli de nombreux corps. Des procédés d'exhumation ont été enclenchés. Fraternité vous propose de revenir là-dessus. Achetez donc votre journal. Et si votre livret n'est pas encore là, faites un tour sur le site du quotidien. Vous avez toutes les informations en intégralité. Sur Canal 3 Bénin, notamment à travers la rédaction de Canal 3 Bénin, vous n'avez pas besoin de bouger. Hein? Tout de suite, vous avez le bulletin d'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va mettre le cap sur les assises départementales sur le phénomène de la migration à Djougou. Vous dites que cela a pris fin. Les rencontres initiées par Mireille Bio-Idrissou que vous avez à l'image se sont achevées le week-end écoulé par de fortes recommandations. On regarde l'ampleur des phénomènes dans le département. On en parle tout à l'heure. Et puis, quelques jours après son double sacre à Accra lors des 13e Jeux africains de la discipline du bras de fer sportif, Marie-Rose Lalaya, que nous avions reçue par ici, vous vous rappelez certainement, a effectué son retour à l'entraînement. C'était samedi dernier à l'université d'Abou-Mekalavi où un accueil chaleureux, vous le remarquez, eh ben, lui a été réservé. C'est Candide Rouhentom qui nous fera part des détails de cet accueil-là. Ah, la héroïne. Voici le bulletin d'information. Nous allons tout droit à Djougou, Teddy Goudalo, vous venez avec moi, parce que là-bas, les assises départementales sur le phénomène de la migration à Djougou ont pris fin. Il faut le rappeler, ces rencontres ont été initiées par Mireille Bio-Idrissou et cela a démarré le 1er février dernier. Tanguy, pour restituer les travaux de recherche menés sur le terrain un mois durant dans les 4 communes de ce département, une séance a mobilisé différentes composantes de la société. Il ressort que le problème, sinon ce phénomène de la migration, prend des proportions inquiétantes dans le département. Abdoul Sahabi Idrissou pour le compte rendu. L'immigration massive de la jeunesse de la Donga. Le phénomène de la migration prend des proportions inquiétantes dans la Donga. C'est donc pour mettre un terme à ce phénomène qui prive la région de ses bras valides que les présentes assises départementales sont initiées pour réfléchir afin de trouver des solutions appropriées aux flux migratoires. Initiative de Mireille Bio-Idrissou, parrainée par le ministre Abdoulaye Bio-Tchane. Ces assises font suite à une série de consultations communales organisées dans les 26 arrondissements du département. Elles mobilisent autorités à divers niveaux, sages, responsables d'ONG et la diaspora. Leur mission, faire la restitution des résultats obtenus sur le terrain. Cette initiative entre dans le cadre de nos actions en faveur du développement de notre département que nous avons l'habitude de mener. Et là, entre autres problématiques, entre autres phénomènes qui gangrènent notre département, nous avons donc constaté le flux important de la migration des jeunes vers les pays de la Méditerranée et de l'Europe. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas en discuter, pourquoi ne pas faire autrement, pourquoi ne pas aller vers la base pour mieux appréhender, mieux comprendre le phénomène et donc initier des pistes de résolution. La présentation des principaux résultats sont suivis de questions-réponses pour permettre à l'assistance de mieux cerner les différents contours du phénomène. Ne vous trompez pas,
et il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ce sera une lutte dure, une lutte de longue haleine. Et il faudra l'abnégation et l'amour de nos frères pour leur département afin que la lutte que nous allons mener ensemble porte ses fruits. Les différents panels animés et débats menés sont assortis de recommandations qui serviront de boussole pour combattre ce phénomène. Nous avons d'abord l'obligation donc de fédérer les efforts, c'est très important de ne pas nous disperser, d'impliquer les autorités locales. Il y a également une recommandation que j'ai vraiment appréciée, celle donc de dire qu'il faut privilégier les résolutions qui donc nécessitent des efforts endogènes, c'est très important. J'interpelle les autorités à divers niveaux à mieux orienter nos jeunes enfants dès le bas âge sur l'auto-emploi, la formation sur l'auto-emploi en créant des écoles professionnelles. Et je crois qu'en ce faisant, nous pouvons mieux encadrer ce phénomène qui est la migration. Avant de se séparer, les participants ont pris l'engagement solennel d'aider l'initiatrice de ces assises à l'atteinte des résultats escomptés. À l'instant, Abdoul Sahabi Idrissou de notre antenne régionale à Takora Donga. À présent, le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience vendredi dernier le président du Haut Conseil des entrepreneurs de l'espace OHADA, Justin Ouessou Sono. En effet, en juillet 2023, l'OHADA avait organisé le salon régional des entrepreneurs du droit OHADA. À la suite de ce salon, il a été créé le Haut Conseil des entrepreneurs qui constitue une assemblée consultative dont la mission est d'organiser les entrepreneurs. Cette visite a pour but de présenter l'institution au président de la Cour constitutionnelle et de recevoir ses conseils. On va suivre les propos de Justin Ouessou Sono à sa sortie d'audience. Le monde des entrepreneurs est composé des artisans, des artistes, des agriculteurs et des commerçants détaillants. Donc, depuis 2010, l'OHADA a pris le traité uniforme du statut de l'entrepreneur. Et les entrepreneurs doivent quand même œuvrer pour le développement de chaque pays. C'est le Bénin qui a enregistré le premier entrepreneur en 2015. Et comme après la création de ce Haut Conseil des entrepreneurs, j'ai été porté à la tête de cette institution sous-régionale, vu que le président de la Cour constitutionnelle a été le secrétaire permanent de l'OHADA pendant des années. Nous avions sollicité l'audience pour quand même lui présenter d'abord l'institution et demander de sages conseils pour la conduite à tenir pour que le Haut Conseil de l'entrepreneur soit visible dans les 17 pays de l'espace OHADA. Donc aujourd'hui, nous l'avions rencontré, nous lui avions présenté l'institution et il nous a conseillé, il était vraiment très content de la mise en place de cet outil qui est un outil de développement des pays membres de l'OHADA. J'ai expliqué au président que quand nous avions pris service, nous nous sommes rendus compte que c'est un grand outil de développement. Quand vous prenez la plupart des entrepreneurs, ils préfèrent travailler dans l'informel. Mais quand ils sont dans l'informel, ils ne vont pas contribuer comme cela se doit à l'économie nationale. Or, le statut de l'entrepreneur permet à l'entrepreneur quand même de payer l'impôt synthétique. Et si les entrepreneurs, à travers la vulgarisation, la sensibilisation du Haut Conseil des entrepreneurs, si la vendeuse de bouillie qui est à Tchoumi, sur la base du statut de l'entrepreneur, peut quand même faire des prestations à la mairie de sa localité, elle-même, très facilement, elle pourra quand même payer l'impôt synthétique. Donc, nous sommes dit, c'est un outil qui doit quand même accompagner le développement. Et nous sommes avec nous ici des forains qui font quand même des expositions. Depuis la mise en place de cette institution, les vice-présidences des autres pays, nous avions créé une plateforme internationale. Quand vous prenez par exemple nos correspondants qui sont au Gabon, au Cameroun, ils nous font appel pour qu'on puisse mobiliser des couturiers ici. Et ceux qui ont des prêt-à-porter là-bas peuvent venir commander des modèles de couture ici que les artisans béninois vont confectionner et ils vont exposer dans ces pays. Quand nous prenons
le Burkina, l'agroalimentaire de notre pays est intéressé aux collègues entrepreneurs de ce pays, où les jus et consorts, maintenant, nous créons un partenariat avec les membres du Haut Conseil qui sont là-bas, et les acteurs de l'agroalimentaire du Bénin peuvent quand même convoyer facilement leur jus. Donc ça crée quand même de l'économie, et ça permettra de développer la sous-région. Voilà, à l'instant, Justin Ouessou-Sono au micro de Ouliat Sanoussi et de Henri Gantir. En image à présent, autre information dans le département du Mono, la période pascale coïncide avec des fêtes identitaires. À Comé, par exemple, la communauté Wati a honoré ses retrouvailles autour de l'association dénommée Agbessignalé, une association qui souffre cette année ses 65 bougies d'existence. Plusieurs activités ont été inscrites au programme des festivités. Des personnalités politiques ont pris part à la célébration eucharistique, nous dirons plutôt Narcisse Alossé et Florent Dohou dans nos prochaines éditions. Et puis, du sport, pour finir ce bulletin, quelques jours après son double sacre à Accra lors des 13e Jeux africains. Dans la discipline du bras de fer sportif, Marie-Rose Laleye a effectué son retour à l'entraînement. C'était samedi dernier à l'université d'Abomey-Calavi. L'Association nationale de bras de fer sportif lui a réservé un accueil à la hauteur de sa performance à Accra. Candide Agoy. 2 médailles d'or décrochées aux Jeux africains d'Accra 2023 et voici l'accueil réservé à Marie-Rose Laleye par les siens. Une semaine après les 13e Jeux africains, la championne d'Afrique est de retour à l'université d'Abomey-Calavi où se trouve leur camp de base. De Zogbadia à son terrain d'entraînement, elle est accompagnée par une caravane avec de l'animation, un public mixte composé de ses coéquipiers de club et d'autres passionnés du bras de fer sportif. Tout le peuple béninois, je remercie les ferristes, je remercie la Fédération béninoise de bras de fer pour cet accueil, pour cet honneur. C'est vraiment énorme. Cela me pousse vraiment à être encore plus déterminé, à vraiment poursuivre ce rêve d'athlète de bras de fer sportif. Nous devons célébrer nos champions, nous devons les louer, nous devons les magnifier de façon à ce qu'ils ne veuillent plus jamais reculer, à ce qu'ils cherchent à aller toujours plus loin. Parce que pour moi, je sais qu'après cet accueil, Phénix, dans les prochaines compétitions internationales, saura ce qu'il attend et devra travailler assez dur pour pouvoir maintenir sa place. Moment de gaieté entre la championne d'Afrique, désormais médaille des Jeux africains, et ses coéquipiers. Marie-Rose Laleye a également suivi la séance de ses partenaires. Voilà, c'est bon. J'ai été qualifiée directement pour la Coupe du Monde en Moldavie. Et je vais continuer avec les entraînements, mais je vais encore plus maximiser parce que ce qui s'était passé en Arabie m'a beaucoup touché. Du coup, je vais plus donner plus de moi-même et donner plus de performances là-bas. Les 2 médailles en or qu'elle a remportées au cours de cette échéance continentale ont permis au Bénin de se classer pour la première fois sur la liste des records de médailles après plus de 50 ans que les Jeux africains sont organisés. À l'instant, Candide Rourentor. Ce sera tout pour ce bulletin matinal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le même exercice, Tanguy. Merci beaucoup à vous, Tidi Goudala, pour la présentation de ce bulletin d'information. Je vous souhaite passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres rendez-vous, d'informations au cours de la journée. Vous avez de petites sessions d'information, notamment celles de 11h et de 16h. Ce sont les bulletins d'information à l'image de ce que
Teddy Goudalo vient de vous présenter. Entre-temps, vous aurez eu droit aussi à de grandes éditions. Il y en a 3 tout au long de la journée. Vous avez par exemple le rendez-vous de 13h, vous avez celui de 19h30 et puis la toute dernière, celle de la nuit, à partir de 22h30 sans un présentateur. Vous avez donc le choix du rendez-vous qu'il vous convient en fonction de votre programme de la journée. Pour l'instant, Actu Matin se poursuit et on va marquer un break dans le déroulé du menu tel que vous le connaissez, hein, notamment avec le rendez-vous des sports tel que vous le connaissez sur Actu Matin. Ce sera avec notre traditionnel présentateur, roi de cette rubrique. À Paris, il s'appelle Ali Moumouni. Au menu donc de Sport Matin, ce matin, on fera le tour de l'actualité, notamment footballistique. On reviendra sur d'autres aspects de l'actualité de sport. Voici donc Sport Matin ce matin. Bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on a droit à un document de la semaine. Nous sommes mardi en effet. Oui, on va parler de Sambo, mais avant, on va revenir sur les affiches du week-end. Vous avez parlé aussi d'un petit tour d'horizon sur l'actualité sportive qui a marqué, je dirais, tous les événements qui ont marqué l'actualité sportive ce week-end. On commence par la Super Ligue professionnelle du Bénin. Les rencontres de la 10e journée ont eu lieu, c'était ce week-end. Bani Gansé s'est imposé à Soubemap Sport sur le score d'1-0. L'Union sportive des Cavaliers de Niki, de son côté, a pris le dessus sur Ayema, 2-0. Score identique entre la jeunesse sportive de Pobé et l'association sportive Takounen de Kandi. Les requins se sont séparés dos à dos face à l'équipe de Dadje FC, 2 buts partout, alors que les requins sont en difficulté face à l'une des équipes les plus en forme de cette Super Ligue professionnelle du Bénin. Aspac a engrangé, je dirais, un très bon succès pour l'équipe d'Aspac, 1-0 face à Espoir FC de Savalou. Les Dragons de Lomé s'imposent aussi sur le même score, 1-0. C'était face à l'équipe de Damissa. Il faut noter le match nul entre Coton FC et Dynamo FC d'Abomey. Et puis Loto Popo qui enregistre encore un nouvel match, une nouvelle rencontre, je dirais, un nouveau score de parité. C'était face à l'équipe de l'AS Cotonou. On va passer maintenant à la Ligue Pro Suite. De ce côté, c'est la 5e journée pour ces explications de la compétition qu'on peut appeler la 2e division au plan national. Au niveau de la zone A et B, les Buffles s'étaient imposés face à l'équipe de Tonnerre de Boycon, 2-1 à l'arrivée pour l'équipe de Parakou. Rodio s'est incliné à domicile face au Panthère FC de Djougou. Enfin, une victoire Tanguy. Voilà, les Panthères qui ont réussi à s'imposer, enfin vraiment, face à l'équipe de Rodio, le Real Sport et Dynamo FC et de Parakou se séparent 2-2, 2 buts partout. Dynamique FC s'incline face à Abeille, 2-0. Et puis la victoire du Soleil FC face à Béké, 1-0 au niveau de la zone. J'ai entendu l'entraîneur des Panthères dire que c'est maintenant qu'ils lancent leur saison après cette victoire et ça m'a arraché un sourire. Bien entendu, ça fait déjà, je dirais, c'est une période de vache maigre pour cette formation des Panthères FC de Djogouro qui ont même perdu plusieurs rencontres à domicile alors qu'on ne pouvait pas l'imaginer parce que dans l'entre d'Achokuma, c'est difficile de venir battre les Panthères. D'autres ont mis ça sur le dos du mois de Ramadan, mais on a vu maintenant dans le mois de Ramadan ils ont pu gagner un match. Qui a pu gagner. Donc, ceci dit, c'était juste un fausse alibi. On va passer à la zone C et D avec les rencontres de la 5e journée de la Ligue Pro. AS Police s'est incliné à domicile face à Jeffa FC, 1-0. Deuxième victoire pour la formation de Jeffa. Aziza s'impose 3-1 face à Avancourt Omnisport. Il faut noter le score nul et vierge entre Djidja FC et Asvo, la jeunesse athlétique de Ketou, et s'est imposé à son adversaire d'Ainovi FC, 2-1, score identique entre la jeunesse sportive de Ouida et l'équipe d'étoiles filantes Omnisport de Kodo Metangi.
Et maintenant, on va parler du document de la semaine. Oui, le document de la semaine porte sur une discipline assez singulière. Il s'agit de sambo, un mélange d'art martial et puis voilà, d'une culture, ma foi, brésilienne ou africaine. C'est une nouvelle discipline qui est en train de, je dirais, prendre son envol au plan national. C'est vrai que la discipline existe, mais elle n'est pas aussi très bien connue. Mais quand vous allez la voir, vous allez découvrir que c'est une très belle discipline qui permet quand même de développer toutes les qualités qu'offrent les arts martiaux. Par cet après-midi ensoleillé, ces adolescents n'ont pas oublié leur rendez-vous sportif dès jeudi. La séance d'entraînement de sambo. C'est sur cet espace que ces jeunes passionnés du sambo se retrouvent 3 fois par semaine pour apprendre et parfaire les techniques de cet art martial sous la houlette de Jacques Adiagba. Une discipline qui se décline sous plusieurs formes, notamment le beach sambo auquel priorité est donnée ici. Faisons du beach sambo à défaut d'aller à la plage. Toujours dans ce cercle, nous allons faire un autre style du sambo qu'on appelle sambo sportif qui se fait normalement dans une salle et sur tapis. Le sambo, c'est une méthode d'éducation physique, sociale, intellectuelle. Vous voyez, les enfants sont là, ça participe à leur épanouissement, à leur développement psychomoteur, à leur éducation, telle que je l'ai dit, parce que nous véhiculons des valeurs, d'accord, telles que la politesse, le respect, le courage, le goût du travail bien fait, la persévérance. Comme dans toutes les disciplines, il faut commencer la séance d'entraînement par l'échauffement. Et comme il est de coutume, un accent particulier est mis sur la répétition des techniques de base. Allez, on y va, on y va. Il y a les techniques de main, d'accord? Il y a les techniques de main, il y a les techniques de jambes, il y a les techniques de hanches, il y a les techniques de sacrifice. Où vous voyez, le gars, il va lui-même. Et puis, une technique. Passage en dessous avant contrôle bras, passage en dessous avant contrôle revers, les techniques de rancher, d'accord, etc. Le barrage de dos avant, barrage de dos arrière, barrage de côté, les crochets intérieurs avant, etc., etc. Les ramassements de jambes. Les règles de ce sport de combat sont simples. L'athlète doit faire tomber son adversaire soit sur le dos par une projection, soit par une frappe ou le contraindre à démissionner par une technique de soumission adaptée pour la circonstance. D'où son appellation russe, sambo, qui signifie autodéfense sans arme. Cependant, l'usage de cette technique de combat est interdit aux apprenants dans la rue sauf en cas de force majeure. Tout ce que vous faites ici, vous n'avez pas le droit de le démontrer ou bien de l'exécuter sur un autre pratiquant en dehors d'ici. Quand bien même on vous provoque, on vous agresse, il ne vous revient pas d'agir pour démontrer votre supériorité. La meilleure façon pour nous de nous défendre, d'accord, c'est de quitter le milieu où il y a échauffourage, où les gens nous provoquent. Ce n'est pas un signe de faiblesse, non. Seulement quand nous voyons que notre vie est en danger, ce qu'on appelle légitime défense, c'est en ce moment précis que nous pouvons réellement nous défendre. Comme tout sport de combat, le sambo est une discipline sportive qui procure de la joie et de l'énergie aux jeunes apprenants. Ils y prennent facilement goût dès les premiers cours. Après avoir découvert le sambo sportif, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'importance à tirer de ça. Parce que le sambo sportif permet de révéler l'identité physique de nous-mêmes. Face à un adversaire, par exemple, au moment où quelqu'un t'attaque à la rue, tu peux te défendre facilement. Si la personne t'attaque de toutes ses forces, là, tu peux te défendre parce que tu as appris quelque chose ici et tu maîtrises quelque chose déjà. Ça me rend heureuse de le pratiquer, même si j'éprouve certaines difficultés. Ce n'est pas forcément avoir un niveau supérieur que les autres. Je peux me défendre aussi dans la rue si des individus m'attaquent. J'ai un rythme assez ralenti
quand je fais des activités physiques. Et puis ça me prend du temps avant de reprendre mon souffle. Donc je cherche comme ça à améliorer ma santé et aussi ma force physique. Pourtant apparu au Bénin depuis 2013, cet art martial semble peu connu du grand public sportif béninois. Il se décline sous 3 différentes formes. Outre le beach sambo, il y a aussi le sambo sportif et le sambo combat. Allez, vous l'avez bien constaté, il faut réussir Tanguy à mettre son adversaire sur le dos. C'est comme de la lutte, mais avec assez d'autres particularités. C'est l'essentiel pour ce matin, Tanguy. J'ai vu que les jeunes étaient bien passionnés. Hein. Oui. Merci beaucoup, Ali. Passez une bonne journée. À demain, Tanguy. Voilà, je me passer à notre invité. Notre invité, je l'ai annoncé au début de cette émission, Ralbert Gandarko de l'ONG Changement Social Bénin. Monsieur Gandarko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. On a 2 sujets à évoquer, mais déjà on va commencer par celui qui fait l'actualité, la polémique autour d'une visite d'une délégation de députés, notamment du parti de l'opposition l'aide démocrate, dans un centre pénitentiaire à Porte-Nouveau. Ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes spécialisé sur des questions liées justement à la vie carcérale au Bénin? Merci pour la considération institutionnelle. Changement Social Bénin a développé un exercice de redevabilité judiciaire avec un focus sur la chaîne pénale. Ça nous a mis en situation donc de documenter le niveau du service public de justice pénale offert par les tenants pénitentiaires au Bénin. Et donc, cet exercice, quoique devenu très difficile depuis la circulaire de 2020 ayant suspendu la visite du milieu carcéral aux ONG, nous avons quand même pu, en 2021 et en 2023, effectuer ces visites-là. Donc il faut dire qu'actuellement nous avons un document de plaidoyer sur la table de l'autorité ministérielle compétente pour que la circulaire soit totalement levée, afin que les ONG régulièrement reconnus dans les villes du Bénin et qui travaillent dans le domaine de l'homme puissent faire l'exercice, puissent nourrir l'exercice de redevabilité judiciaire. Pourquoi? Pour répondre à votre question, j'ai fait la transition comme ça, parce que en République, il y a ce qu'on appelle les porteurs de responsabilité, qui sont ceux qui nous gouvernent, ceux qui offrent le service public. Et en face, vous avez les titulaires de droits, ou parfois organisés en porteurs de cause, en association politique ou en association de la société civile, pour participer à la gouvernance publique. Donc, qu'une ONG ou qu'un parti politique veuille en fait effectuer une visite du milieu carcéral, je pense que du mandat que la République reconnaît après les formalités au ministère de l'Intérieur aux partis politiques contribuant à la vie et à l'animation de la vie politique telle que prévue dans la Constitution et dans les lois qui régissent le fonctionnement, et pour les ONG qui sont aussi reconnues comme étant dans la gouvernance sur les droits de l'homme, le ministère de l'Intérieur, on devrait comprendre que l'exercice va dans le sens d'aller faire un monitoring pour davantage contribuer au débat public ou contribuer à la qualité de la gouvernance publique dans ce secteur-là. Après, revenant au cas spécifique, c'est-à-dire des démocrates, j'ai lu avec intérêt la note du directeur général de l'agence pénitentiaire qui, me semble-t-il, invitait les parlementaires, parce que vous avez dit le parti les démocrates, est-ce que c'est le parti organisé qui va, est-ce que c'est des députés? C'est les députés du groupe parlementaire les démocrates. Oui, c'est-à-dire, tout est dans la forme. Tout est dans la forme. C'est pour ça, quand on veut en exiger aux porteurs de responsabilité, il faut aussi d'abord se situer dans la République, dans une posture précise, et par rapport à la posture aussi y aller avec les droits qui vont avec cette posture-là. Donc je pense que si c'est l'association politique qui, dans le cadre de ses missions, dans le cadre de sa mission,
de son engagement à contribuer à la gouvernance publique dans ce secteur-là, qui s'engage qui se décide à aller faire un monitoring du milieu carcéral et se retrouve, c'est-à-dire face à ce refus-là. Bon, le débat est ouvert. Et si c'est les parlementaires qui rentrent dans un exercice de redevabilité parlementaire, parce qu'il y a des choses que les gens ne clarifient pas. Si vous vous souvenez bien, avant que le premier garde des Sceaux, sous le régime de la rupture, ne quitte ce ministère pour autre institution, il avait eu un budget très ambitieux, fin 2017. Et avant ça, en prélude à ça, courant septembre, vous aviez assisté à la visite du milieu carcéral par les députés du Bénin. Et si vous vous souvenez, sont bons et ça avait horrifié plus d'un. Les débats au Parlement étaient assez écœurants. C'est pour dire qu'il est de l'exercice qu'il est disons, du mandat des parlementaires dans l'office de redevabilité, quand ils autorisent les dépenses publiques, quand ils autorisent avec délicatesse que l'exécutif dépense notre argent, il est de leur devoir, de leur prérogative aussi, d'aller vérifier sur le terrain si tel qu'ils l'ont autorisé, l'exécutif est en train de dépenser ainsi notre argent dans ce secteur-là. Donc il est du mandat des parlementaires d'aller faire ça. Et pour faire ça aussi, il y a la forme qui va avec. Qu'est-ce qui peut déranger dans la forme? C'est vrai qu'on a lu un peu le directeur de l'agence pénitentiaire au Bénin qui s'interroge sur justement la qualité de ceux qui rendent visite. Mais dès lors qu'on a été élu député, on a besoin d'autres qualités pour aller dans les tribunaux. C'est ce que j'explique. Oui. En République, vous avez les instruments, vous avez les institutions qui répondent des instruments, et vous avez les acteurs qui doivent s'inscrire dans le contenu des instruments et qui doivent, dans l'interaction avec les institutions, être respectueux en fait des trucs. Donc c'est pour ça que je dis, vous avez commencé par votre question à parler du Parti Les Démocrates. Après, nous sommes venus spécifiquement aux députés. Et les députés, pour le faire, il y a aussi une forme pour le faire. En plus, depuis je parle de monitoring du milieu carcéral, semble-t-il que leur visite avait un focus précis. Ça aussi se fait. Ça se fait si par exemple, il y a une alerte spécifique sur la qualité du service en milieu carcéral fourni à un détenu spécifiquement. S'il y a une alerte sur la qualité au point donc d'entamer l'intégrité physique de ce dernier, il est aussi de l'intérêt tant des ONG, des députés, comme d'une association politique que d'aller, c'est-à-dire d'abord documenter et après la documentation, interpeller ou interagir avec les personnes de responsabilité pour une amélioration substantielle de la situation peut-être en péril. C'est dire qu'il faut apprécier les trucs au cas par cas. Ni vous, ni nous n'étions présents au moins précis où ces députés, en fait, c'est-à-dire demandaient en présentiel à l'autorité pénitentiaire en situation l'accès et l'accès au milieu. Il y a ce que les médias ont relayé, il y a ce qu'on a lu de la note du directeur général des pénitentiaires. Et il y a aussi l'avis du procureur spécial, la criette qui rappelle les mesures instaurées depuis 2020, je crois, pour ce qui concerne l'accès justement en groupe à oui, ça il faut le dire que c'est pour ça que j'ai commencé par là. Ce n'est pas du tout intéressant que ces mesures, cette circulaire demeure. Parce qu'elle a été juste prise dans le contexte de Covid-19. Et il n'y a plus aucune mesure Covid au Bénin depuis oui, mais les mesures sont maintenues, hein, les mesures barrières sont maintenues. C'est pourquoi je vous ai dit il me semble que les chiffres aussi sont en stagnation, donc pas en recul. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons introduit un document de plaidoyer auprès du garde des Sceaux pour que vraiment la mesure soit levée. Parce que il faut dans certains contextes savoir être suspect. On ne peut pas faire obstacle à la redevabilité judiciaire dans ce sous-secteur-là pour un motif en fait qui n'est plus éligible. Et après, encore une fois, quand la République on a reconnu une association politique, une association civile, et on sait bien qui les représente, dans quelle forme on peut, c'est-à-dire les accepter dans l'interaction avec la nation publique. Il faut juste leur poser les formes et faire cela. Mais instaurer un blocus, ça semble suspect. Et il faut savoir être suspect. Il faut faire attention. Et malgré justement ce blocus, vous avez quand même fait d'efforts pour avoir un œil, une oreille au-delà des murs assez élevés des prisons du Bénin. Comment vont les prisons? Comment on vit là-bas actuellement? Non, je pense que vous pouvez comprendre. Et en toutes circonstances, lorsque vous avez par exemple une location d'une chambre-salon, et on peut s'imaginer, c'est-à-dire la démographie d'une telle habitation,
Après, quand vous constatez que ça en contient presque comme une villa de 5 pièces, de 6 pièces, vous pouvez comprendre donc que les conditions de séjour sont... Et la démographie qui maintenant toise les 20 000, alors que nous n'avons pas, nous avons des capacités assez limitées, c'est-à-dire on a carrément triplé. Non, ce n'est pas des conditions, c'est-à-dire acceptables. Et encore une fois, la dernière fois que j'étais sur votre plateau, et sur Zone France, je crois, j'avais rappelé la bonne nouvelle du décret. Nous sommes dans l'attente que le décret par rapport aux peines alternatives qui a été pris il y a quelques semaines et prenne corps et vie, que les mesures d'application telles éditées soient vraiment effectives et que du côté des peines, c'est-à-dire on puisse dégraisser un peu le milieu carcéral, mais en amont, c'est-à-dire les mesures préventives et les mesures alternatives à la détention, c'est-à-dire la période d'avant-jugement, il faut aussi, c'est-à-dire pendant que la personne est présumée innocente, mais dans les liens de la justice, supposé agent pénal, il faut trouver le moyen de le poursuivre, mais sans privation. Parce que la liberté est le principe et la détention l'exception. Donc, il ne faut pas pour un oui ou pour un non, pour un détail, pour une infraction dite mineure, c'est-à-dire systématiquement envoyer les gens remplir le milieu carcéral. Et les gens qui remplissent le milieu carcéral sont à la charge de la République et laissent d'autres charges à la République. D'autres charges sociales, d'autres charges morales, d'autres charges économiques à la République. Et c'est-à-dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Et il faut peut-être même qu'il faut une assise sur le milieu carcéral. Que les acteurs, c'est-à-dire ne pensent pas qu'il faut se mettre juge pour en parler, pas se mettre avocat pour en parler, mais associer d'autres compétences de sciences sociales pour définir vraiment comment est-ce que le Bénin veut et continuer par, c'est-à-dire ramener dans les normes les personnes qui auraient été en déviance des normes sociales. Mais c'est quand même affligeant, surtout pour les personnes qui sont en attente de jugement, que de faire une démographie assez forte de passer surtout un long séjour avant jugement. Oui, ça pose parfois au-delà même des peines qu'on leur inflige dans des conditions exécrables en plus. Procès, vous êtes déjà même, vous subissez même une condamnation sans jugement, une condamnation de fait sans jugement. Je pense qu'on peut mieux faire. Le décret, oui, pour les peines alternatives, pour les mesures alternatives, il y a des provisions dans le code de procédure pénale. Il faut davantage que les JLD ainsi que les autres acteurs de la chaîne pénale aient vraiment la mise souple pour que le milieu carcéral soit désengorgé. Parce que la chaîne pénale fonctionne à flux tendu. C'est nous-mêmes qui avons donné mandat dans la loi à ce que ces gens-là protègent nos personnes et nos biens. Et c'est dans ce mandat de protection, par ailleurs, que vous avez le fonctionnement à flux tendu de la chaîne pénale. Mais ce fonctionnement ne veut pas expliquer la situation. Il y a des provisions normatives qui doivent cadencer afin que, par rapport à la logistique disponible en matière donc, de détention en milieu carcéral, on puisse aussi faire fonctionner en fait les tests. Ramé Gandaro, on va parler de notre deuxième sujet, le code électoral. Cela a agité beaucoup par le passé, c'est un peu plus calme maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup la société civile, hein? Elle dormait. Mais c'est quand même extraordinaire parce que je dois rappeler que depuis sa création, Changement Social Bénin est membre de la plateforme, je veux dire, depuis la création de la plateforme électorale. Nous en sommes membres et au côté pilotage, contribuons aux travaux. Changement Social Bénin non seulement a travaillé techniquement sur le contenu des documents qui ont circulé, par rapport au code électoral. Et je dis circulé parce qu'en réalité, la plénière du 5 mars carrément après tout le monde à contre-pied. Il y a les documents qui circulaient, mais après, en amendement sur place, c'est comme si, voilà, il y a carrément eu... Bon, on en a appris de la procédure parlementaire le jour-là. C'est peut-être cette innovation... il faut évoluer, non? Bon, de quelle qualité? Voilà, donc, je crois qu'une loi a été votée. La plateforme électorale a sorti successivement des déclarations le 22 février 2024, le 5 mars 2024, on a sorti une déclaration, le 6 mars, une deuxième déclaration, et une troisième déclaration, et le 15 mars, une dernière déclaration. Toujours pour être dans la logique que le chef de l'État, il répond en réalité de la paix et de la cohésion pacifique au niveau national, et tout lui revenait en fait. Quand bien même, on parle de proposition de loi, quand bien même, on parle de majorité présidentielle qui voudrait quand même marquer son empreinte, le cadre légal électoral, lui, il demeure le seul et unique garant devant nous.
C'est pourquoi, dans notre déclaration, nous sommes vraiment, nous avons focus sur le chef de l'État, espérant qu'il nous entende. Hélas, la loi a été promulguée, mais on est en République, une République qui aussi est en communauté sous-régionale avec d'autres États portant des valeurs de convergence, sur les normes, des principes de convergence sur les normes constitutionnelles. Et aussi, c'est-à-dire, nous avons, au niveau de la communauté CEDEAO, évolué aussi avec assez d'acquis consolidants des droits de l'homme et par ricochet donc du droit électoral. C'est dit en réalité que s'il y a des acteurs, tant de la société civile que des partis politiques, qui trouvent que la loi reste à pas faire ou la loi serait en déviance, c'est-à-dire de ce que nous disons être au sein de la communauté sous-régionale de la CEDEAO par rapport à la gouvernance électorale, je pense que encore une fois, nous avons des ouvertures juridictionnelles au niveau communautaire. On a encore le temps d'élever pouvoir des contentieux devant la Cour de la CEDEAO. Et moi, vous savez, au Bénin, on n'a pas la culture du contentieux. Or, le seul outil pacifique en République, ou que ce soit au niveau régional, au niveau musée, le seul outil de dialogue, c'est-à-dire, soit vous êtes dans le plaidoyer classique, vous allez en discussion avec le poste de responsabilité, et si vous ouvrez la porte, si vous n'ouvrez pas la porte, vous utilisez les institutions pour les forcer à vous répondre. Pour les forcer donc, c'est-à-dire à s'expliquer sur pourquoi ils ont statué ultra petit a sur infra petit a par rapport à tel principe qui désormais devient en fait un droit subjectif à vous, citoyens d'un pays, citoyens d'une communauté. Donc, je pense qu'il y a, c'est-à-dire des ouvertures juridictionnelles encore possibles pour que ce que tout le monde semble remettre en cause par rapport qu'est-ce qui vous gêne ce temps dans le code? Non, vous savez, le 3 septembre 2020, la société civile à l'unisson avait publié ses observations à travers le manifeste Laissez-moi choisir. Laissez-moi choisir en 2020, nous l'avions porté à l'unisson de la société civile pour rappeler que le parrainage tel qu'institué et opérationnalisé, c'est-à-dire poser problème. Nous avions été patients parce que la société civile, nous ne sommes pas en préjugés. Nous attendons que les effets des mesures prises soient là pour vraiment dire, bon voilà, vous avez laissé vos prérogatives, mais par rapport à tel effet, vous devez donc changer de curseur. En 2020, nous avions attendu les élections communales et ce n'est que début juin 2020, quand le collège de parrains, c'est-à-dire l'effet des parrains, a fini par être constitué après les élections communales, qu'on s'est rendu compte que, mais en réalité, il se posait un problème pour que nous puissions avoir la liberté de choix. Parce que tous les parrains relevaient en fait d'un camp politique. Mais le contexte, il a changé maintenant. Presque tous les parrains relevaient d'un camp politique, à part un effectif assez réduit pour les FCBE. Voilà. Donc, bref, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de fond pour qu'on ait une réelle alternance. Or, en démocratie, c'est-à-dire la chose la plus recherchée quand on va aux élections, c'est l'ouverture à l'alternance. Donc, quand on a fait le point techniquement, on a produit, et laissez-moi choisir, en ce moment, aujourd'hui, les conditions qui nous avaient motivés à crier « laissez-nous choisir », ces conditions sont encore plus corsées. Ah oui, vraiment. Plus corsées. On a l'impression que le contexte a changé, mais plutôt positivement, parce que si hier on a quelques maires seulement au niveau des FCBE, ils étaient à peine une dizaine, encore qu'avec le temps, la liste a été dégraissée avec quelques revirements spectaculaires. On a désormais qu'à l'Assemblée nationale, il y a un parti politique qui a quand même 28 députés et qui pourrait quand même, de son propre chef et sans négociation, proposer ça à un candidat pour l'élection de 2026. Donc le contexte, il a changé. Pourquoi vous pensez que nous devons, pour le choix de l'alternance au Bénin, seulement nous rapporter aux démocrates? Pourquoi voudriez-vous que moi, citoyen, je n'ai pour tout choix que le candidat des démocrates pour l'alternance? C'est l'opposition qui est en démocratie. La plus en vue. Pourquoi voudriez-vous m'imposer que je n'ai pour tout choix que le candidat des démocrates? Pourquoi? Qui dit que les démocrates ont le meilleur projet de société? Vous pourriez choisir un candidat du BR ou un candidat de l'UPR. Si c'est BR, UP, il n'y a plus d'alternance. C'est ce que j'explique en fait. C'est une continuité, il n'y a plus d'alternance. Mais pourquoi on veut imposer aux citoyens de ne choisir que les démocrates? Pourquoi? Encore que quand si on prend le cas des élections législatives et autres, vous avez en fait les conditions de répartition de sièges et consorts qui, demeurent assez hypothétiques.
c'est une aventure ambiguë. Donc, il faut, je pense que, et nous pensons, ensemble à la société civile, que oui, un acte a été posé, on peut continuer le dialogue à travers, comme je l'ai dit, les formes de plaidoyer juridique qui existent, et pour espérer vraiment, c'est-à-dire un réajustement du curseur. C'est clair que il y a comme une aventure ambiguë qui est lancée. Et ça, je vous le dis, pour les élections présidentielles, non, on ne peut pas, et en l'état actuel du collège des parrains, et c'est pas comme ça on vit l'alternance. On ne peut pas déjà à l'avance nous faire comprendre que voilà, si vous devez avoir une alternance, ça ne peut se jouer que non. On ne peut pas. Ça là, et ça ne fera que renforcer toute abstention, tout simplement. Oui, mais l'esprit qui a guidé justement ces réformes, ces changements, ces modifications apportées au code électoral, c'est le renforcement, je dois dire, de l'envergure des partis politiques. Et ça, on l'a chanté depuis fort longtemps, bien avant même 2016, où Patrice Talon a été élu et a promis justement de faire ces réformes-là. Vous savez, oui. Vous savez, l'engagement citoyen, l'intérêt citoyen à la vie publique, à la vie politique, ce n'est pas dans la loi qu'on change ça, c'est un tout. Mais ça peut commencer par la loi. Ce n'est pas dans la loi. La loi ne fait pas les réformes. Ce sont les acteurs, les citoyens qui donnent corps et vie aux réformes. Et ça, on a peu de temps ici pour développer ça, hélas. C'est-à-dire, il faut tirer les conséquences. On a fait des réformes politiques. Mais les éléments de fraude, les comportements iniques des acteurs politiques qu'on a observés de 2019 à ce jour sont des comportements qui dérogent totalement à toutes les pratiques que nous avions eues. Ça déroge totalement à toutes les pratiques que nous avions eues. On n'a jamais connu des moments, c'est-à-dire d'affaissement de la morale politique tel qu'on l'a vécu depuis 2019. Oui, il faut trouver une solution. Et ça, c'est de part et d'autre. Il faut trouver une solution. Vous voyez la solution à des personnes qui se réclament de la mouvance comme de l'opposition. Vous vous dites, mais il y a du travail sur l'humain qui est en politique au Bénin. Quel travail on fait justement? Ce n'est pas un travail de loi. Ce n'est pas un travail de loi. Il faut en tirer. Ce n'est pas un travail de loi. Le travail est ailleurs, tout simplement. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut en convenir et tout simplement comprendre que la loi ne fait pas les réformes. De tout point de vue, la loi ne fait pas les réformes. Ce sont les hommes qui donnent corps et vie aux réformes. Et pour que les hommes répondent du contenu de la loi, il lui fallut aussi un travail en amont du système éducatif. Il lui fallut en amont un travail d'éducation aux droits humains. Il lui fallut en amont une saine application de l'article 40 de la Constitution. En réalité, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Il n'y a pas de démocratie sans citoyenneté active. Et c'est pourquoi c'est un tout. Ceux qui ont rédigé la Constitution savent ce qu'ils ont mis dans l'article 40 de la Constitution. Pourquoi c'est placé là? Un auteur a écrit du contrat social, le même auteur a aussi écrit les 1000 ou l'éducation. Ça veut tout dire. Il ne faut pas penser les choses sans le sujet qui porte les choses. Donc, oui, non, je pense que nous avons un défi par rapport au système partisan au Bénin. Et ce n'est pas tel que les lois sont en train d'être écrites et réécrites à souhait depuis quelques années qu'on va y parvenir. Peut-être que la sagesse nous invitera après 2026 à nous rasseoir pour réfléchir et penser en fait, c'est-à-dire les meilleures réformes pour le système partisan. Mais pour l'urgence, je pense que nous devrons encore nous préparer à demander qu'on nous laisse choisir. En l'état actuel, il n'y a pas de liberté de choix, pour le cas de l'élection présidentielle, il n'y a pas de liberté de choix avec le cadre juridique qui est là. On ne peut pas me dire à l'avance, vous n'avez qu'à choisir entre les démocrates et les démocrates. Oui, justement, non, parce qu'il y a deux partis. Non, ce n'est pas comme ça. Dans une démocratie, la mouvance et l'opposition. Ce n'est pas comme ça on fait la démocratie. Oui. Non, dans l'opposition, vous avez plusieurs options de choix. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire nous confiner dans ce choix-là. À la limite, ça frise une conspiration de la classe politique. Alors vous avez promis peut-être des recours aux institutions communautaires. Ça a commencé la réflexion ou l'action, je veux dire? Non, vous savez que... Vous attendez encore? Non, vous savez que à la société civile, encore une fois, ce que nous savons faire, c'est l'activisme pacifique. C'est solliciter toutes les ressources à travers les instruments
et interpeller les institutions qui doivent répondre, mais de manière pacifique. Les partis politiques aussi peuvent, c'est-à-dire continuer par forcer, c'est-à-dire le plaidoyer juridique à travers l'ouverture. Le Bénin n'est pas en vase clos. Le Bénin, c'est-à-dire, c'est le chef de l'État, quand il vous a reçu la dernière fois, sa dernière sortie sa conférence de presse avec les journalistes, nous avons pris note et pris acte de son intérêt à honorer la signature du Bénin au niveau de la CEDEAO, quand il mentionnait, quand il s'expliquait sur la fermeture prolongée des frontières par rapport au Niger. Et ça nous a plu de le voir, c'est-à-dire référencer notre signature au niveau communautaire. Pourquoi on doit avoir une application à géométrie variable sur cette signature-là du Bénin au niveau communautaire? Pourquoi on doit, c'est-à-dire fonctionner ainsi? Non, nous pensons qu'il y a matière à nous souvenir que nous avons aussi notre signature, la signature nationale. Si ceux qui nous gouvernent peut-être, c'est-à-dire en ont une lecture au rabais, nous allons quand même, c'est-à-dire faire ce qu'il y a à faire pour qu'ils s'en expliquent, parce que, encore une fois, il s'agit de la signature du Bénin au sein de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que les citoyens que nous sommes au Bénin, nous devrions en fait avoir des droits subjectifs et politiques, c'est-à-dire inférieurs, c'est-à-dire en contenu à d'autres citoyens de la CEDEAO? Il se pose un problème. Nous avons de quoi revendiquer en tant que société civile ou en tant que parti politique qui ne se retrouverait pas en fait dans le contenu de la loi. Donc, il y a encore de quoi pacifiquement insister pour que notre État, c'est-à-dire remettre le curseur à l'endroit par rapport au code électoral. Kamel Kanaro, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Changement Social Bénin. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est nous qui vous remercions. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer le plateau santé. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Chez Agospat, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce mois sacré. Préparez-vous à célébrer le Ramadan comme jamais auparavant en optant pour nos gammes de produits en sélection. Cuisinières et micro-ondes, congélateurs et des robots cuisine et bien d'autres. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms de proximité à Porte-Nouveau, Avakba ou Parakou, Tromza. Infoline 55 53 40 40. Appel et WhatsApp. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA.
Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. C'est sport, pas sport, hein, santé matin. On avait promis justement de parler de l'alimentation de la femme enceinte ce matin. Il n'est pas un secret pour nous que quand une femme aborde ses premiers mois d'une grossesse, que les conseils fusent un peu de toutes parts, à différents aliments lui sont interdits sous divers prétextes. Alors, on en parle ce matin avec votre invitée, Madame Odouaro. Bonjour, Madame. Bonjour, Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Esther. On parle donc de la femme enceinte ce matin. Exactement, nous allons élucider cette question relative à l'alimentation de la femme enceinte. Et pour le faire, nous avons avec nous Madame Odouaro Mireille Nédéguénon. Elle est infirmière d'État spécialiste en pédiatrie en santé. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que parce qu'une femme est enceinte, son alimentation doit carrément changer? Merci beaucoup, Madame Esther. D'abord, la grossesse, ce n'est pas une maladie. La grossesse, c'est un état physiologique. Ça fait partie du développement de la femme normale. Ça veut dire, quand vous êtes en bonne santé, vous avez vos menstrues régulièrement, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'accouplement avec un homme, et non une femme. Et quand c'est avec un homme, ça sort ce qu'on appelle l'œuf. Et en termes simples, l'œuf va se développer dans la femme, dans l'utérus de la femme, et non en dehors de la femme. Il y a d'autres systèmes, mais le système normal est que cet œuf-là migre et va s'implanter dans l'utérus de la femme. Et la femme va porter pendant 38 semaines d'aménorrhée, plus les 2 semaines de manque de règles qui s'ajoutent quand il y a ovulation. Donc, des fois, des gens font 40 semaines d'aménorrhée, d'autres font 38 pour accoucher. C'est ce qui est normal. Semaine d'aménorrhée, c'est quoi? Au compte, une semaine où elle n'a pas ses menstrues, 2 semaines, elle n'a pas ses menstrues. C'est ça qu'on appelle SA que vous voyez dans les cahiers. Donc, quand la femme est enceinte, elle doit manger normalement, simplement, tout ce qu'elle a l'habitude de manger et non les choses qu'elle n'a pas l'habitude de manger. Parce que si elle prend ce dont elle n'est pas habituée, elle va faire des malaises, elle va faire des indigestions. Et elle doit se souvenir que c'est ce qu'elle mange que l'enfant mange. Donc, c'est ce que je vais donner simplement si la femme est enceinte. Alors, quand elle est enceinte, quelles sont les vitamines ou les nutriments dont elle a vraiment besoin? Oui, le début de la grossesse, les 3 premiers mois, parce que nous, on compte pas 3 mois. Vous avez dit, je suis infirmière diplômée d'État, spécialiste en pédiatrie. Vous avez oublié d'ajouter nutrition. Ok, je parle aussi de l'alimentation des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, bien sûr. Quand la femme est enceinte, les 3 premiers mois, la vitamine E doit être beaucoup consommée. La vitamine E. Et la foldine, et non le fer. Pourquoi? Je cite de là parce que l'œuf, qui est l'embryon, a besoin de ces choses-là pour se donner forme, on va parler terre à terre, pour que ça se forme, ça a besoin de la vitamine E surtout. Et qu'on trouve dans nos aliments que les gens négligent, les gens refusent même quand la femme est enceinte. Quels sont ces aliments? Par exemple, dans l'œuf, dans le plantain, dans le crin-crin, dans les fruits. Les fruits surtout, les fruits à baie, les fruits secs aussi comme les dattes et papaye pour faciliter la digestion chez elle parce qu'elle ne doit pas pousser, elle ne doit pas tousser, elle ne doit pas faire des mouvements qui sont de pression sur le col de l'utérus. Et les 3 seconds mois? Les 3 seconds mois qui suivent, elle va manger aussi normalement. Mais c'est les 3 derniers mois qu'elle doit éviter les choses qui vont faire grossir trop l'œuf pour que le contenant ne soit pas adapté au contenu. D'accord. Et c'est dans ça, on parle de l'eau glacée et consort. Voilà, l'eau glacée, comme l'eau que vous buvez là, ça ne rentre pas dans l'utérus. L'eau va dans l'estomac. Donc, si vous connaissez l'anatomie humaine, la femme enceinte, quand elle mange, si elle a soif, si elle a envie de prendre de l'eau glacée, elle n'a qu'à prendre son eau glacée, mais de ne pas exagérer. Parce que l'eau glacée fait grossir.
C'est tout le problème. Hein. Et non, quand on prend l'eau glacée, quand on est enceinte, l'enfant fait des crises convulsives. Oui. Les crises convulsives n'ont rien à voir avec l'eau glacée. Les crises convulsives n'ont rien à voir avec l'eau glacée. Mais il ne faut pas exagérer parce que même vous, sans être enceinte, vous habituez trop à l'eau glacée, vous allez grossir. Parce que ça ne favorise pas vite, ça ne facilite pas la digestion. Et si vous mangez, vous ne dites, mais dans des endroits où ça ne devrait pas. Donc, je parlais de la composition, la formation de l'œuf. Quand la femme mange, après digestion, c'est le chyle, le repas final qui rentre dans le sang. C'est ça qui alimente le bébé dans le ventre de maman. Pas ce qu'on appelle le placenta. Le placenta, c'est comme une grande feuille qui couvre le bébé, mais qui a un cordon. C'est pas là, tout homme est collé à sa maman. C'est pour ça, il y a une connexion bizarre entre l'enfant et sa mère. Si votre enfant, même un grand garçon, même le ministre ou même le président, est quelque part et est en difficulté, sa maman a un sentiment bizarre. Parce que faire 9 mois collé avec une personne, dans un milieu où personne ne vous voit, quand tu te lèves avec. Quand tu t'assois avec. Tu rentres dans un véhicule, c'est avec. Dans l'avion, c'est avec. Ce que tu manges là, ça passe par le cordon qui est le bout de cette grande feuille qui couvre l'enfant qu'on appelle le placenta. Alors, c'est la forme finale du repas. Hein. Ce n'est pas sous forme de la pâte, la sauce. Après digestion, ce qui sort finalement, qui devait aller alimenter les cellules chez la maman, c'est une partie qui passe par le cordon ombilical du bébé, qui est attaché par le placenta. Alors, le système se fait comment? Il y a des repas, par exemple, si vous les consommez et vous êtes constipé, bébé est constipé là-bas. C'est pas le même organisme, non? C'est pas la même composition physiologique, non? C'est terrible. Le repas final que vous avez pris là, ce que vous avez pris, ça fait là, c'est ça qui l'inhibe. C'est pour ça qu'on dit, quand vous êtes enceinte, évitez de prendre trop d'alcool. Parce que votre bébé sera saoulé aussi. Il va dormir. J'imagine un bébé ivre dans le ventre de sa maman. Il va dormir plus. Parce que le bébé a un certain nombre de mouvements à faire dans le liquide qui le coule, qu'on appelle le liquide amniotique. Dans ce liquide, le bébé fait son sport. Le bébé danse. Le bébé sourit quand tu souris. Quand tu pleures, le bébé pleure. Tous les mouvements que tu fais, le bébé fait. Donc, évitez de manger les choses qui vont endormir votre bébé ou bien le rendre malade déjà dans le sein de sa maman. Alors, 2 secondes. D'où nous vient ces caprices et cette galère des femmes qui ont des envies bizarres d'aliments quand elles sont enceintes? C'est quoi, c'est fait exprès? Non, c'est pas fait exprès. Et chaque femme développe à sa manière sa grossesse. Par exemple, j'en connais, quand elle tombe enceinte, du premier jour jusqu'au dernier jour, elle ne peut pas boire. Il faut la perfuser. Elle fait que vomir, cracher. Elle se déplace même avec des flacons dans le sac pour cracher dedans. Par contre, il y a d'autres, quand elles tombent enceintes, là, c'est en ce moment, elles ont la boulimie. Elles mangent à extrême. Là, il faut les surveiller parce qu'elles sont prédisposées à faire une hyperglycémie. Hyper parce que le taux va dépasser 1. Quand la femme est enceinte, elle a envie, ce n'est pas... D'autres exagèrent. Mais dans la majorité des cas, ça fait partie des signes qui accompagnent la grossesse. Tu as envie de quelque chose, on te présente la chose, après tu dis non, je ne veux plus de ça, je veux autre. C'est des caprices? Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas des caprices. Ça fait partie du développement psychomoteur d'une femme enceinte. Pendant les 9 mois. D'accord, mais en même temps, les mamans disent que quand on est enceinte, on ne peut pas prendre de l'œuf, on ne peut pas prendre de la banane plantain, il ne faut pas manger trop de pâtes. Est-ce que c'est vérifié? Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Et je ne vais pas dire non. Et je ne vais pas dire oui. Je reste au milieu. Tous ces repas que vous avez cités la font grossir. Ce qu'il faut éviter chez la femme enceinte, il ne faut pas qu'elle grossisse trop. Parce que
la femme grossit, le bébé aussi grossit. Et elle est prédisposée à faire une hyperglycémie, comme je l'ai dit. Et peut-être elle sera césarisée. Parce que si l'œuf ne peut pas transiter par la barrière, et comment on appelle, par la voie basse, il faut césariser. Et césarienne, c'est aller au bloc opératoire. Beaucoup n'aiment pas. Ce qui est conseillé est d'accoucher par la voie basse. Ce qui est conseillé à toute femme, gardez votre grossesse normalement et accouchez par la voie basse. Donc, il faut éviter de manger certaines choses qui vont faire grossir le bébé, qui vont vous faire grossir d'abord et vont faire trop grossir le bébé et va vous exposer à l'hyperglycémie qu'on appelle le diabète. Et quand tu fais le diabète père et postpartum pendant la grossesse et après, c'est difficile à récupérer. Vous serez déclaré diabétique comme ça, vous serez mis sous traitement, vous allez avoir des problèmes de régime alimentaire. Alors, quand on est enceinte, ce qui est conseillé, c'est de manger les repas qui sont très riches en protéines et très riches en vitamines et pauvres en glucides et pauvres en fibres. Ce que vous avez cité là, la pâte, c'est fibre. Et la pâte fait grossir, surtout la pâte de maïs. Ça fait grossir rapidement. Nos grands-mères, elles ont de ces conseils qu'elles donnent qui ne sont pas tout à fait fausses. Mais quand on ajoute que quand la femme enceinte prend du plantain et l'œuf, l'enfant qui sera issu sera un voleur ou des choses comme ça, ils disent, c'est des mythes qui sont chez nous, qui n'ont pas d'explication scientifique. Côté scientifique, nous, on les conseille surtout à manger. Mais évitez que la grand-mère te voit en train de manger. Sinon, elle va dire que tu l'as défié. Oui. Elle va dire que tu l'as défié. D'accord. Vous avez commencé par donner les conseils. Nous allons rapidement finir sur ça. Quels sont les conseils que vous avez à donner à ces femmes enceintes en matière d'alimentation? OK. Quand vous êtes enceinte, mes chères jeunes filles, buvez beaucoup d'eau. Buvez assez d'eau. Mais faites tout comme si vous n'avez rien. Ne faites pas la grossesse, ce n'est pas une maladie. Moi, je le dis aujourd'hui, mais il y a de ces grossesses pathologiques. Il y a de ces filles qui ont des organismes fragiles. Assez sensibles. Très sensibles. Et quand elles tombent enceintes, c'est la maladie, ça là. Mais quand tu es enceinte, normalement, là, tu manges tout, mais tu évites l'alcool, tu évites le café. Tu évites les choses qui vont te faire constiper, mais tu aimes beaucoup le fruit, toutes sortes. Plantain là, on frit avec le piment, tu fais ton moyo, surtout 3e trimestre là. Aimez beaucoup le poisson séché, parce que le poisson frais et autres là, et braisé et autres là, c'est pas bon pour le dernier trimestre parce que ça va vous faire grossir, comme je l'ai dit. Donc, il faut aimer le poisson déshydraté et dégraissé, séché, le poisson de Agbanto ou comme on appelle Guézin là, que c'est des frites. Il faut faire moyo. Vous pouvez manger moyo toute la journée et prendre votre bouillie simple et prendre, comment on appelle, un verre de billet. Il ne faut pas exagérer. Un verre seulement, il ne faut pas exagérer. Si vous adorez le vin rouge, prenez. Ça vous fera du bien, mais pas trop glacé. Pas trop glacé. D'accord. Oui. Merci à vous, Madame Mireille Deguenon-Odouaro. Vous êtes infirmière d'État, spécialiste en pédiatrie et en nutrition. Merci d'être passé sur ce plateau. On a parlé de l'alimentation de la femme enceinte. On espère vous retrouver bientôt sur d'autres sujets. Merci beaucoup, Madame Esther. Merci beaucoup. Et moi, j'espère vous revoir, Esther, mardi prochain pour d'autres sujets liés à la santé. Allez, bonne journée, chers dames. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. On va revenir par ici avec les débatteurs pour le débat du jour. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Voici pour l'instant donc débat. On aura 3 sujets à évoquer avec les débatteurs, mais d'abord je vous les présente, même si vous les connaissez tous. Franck, William, Eric, bonjour Tanguy. Ulrich. J'espère qu'on a profité des congés, hein, parce que ça fait un congé quand même, 5 jours de repos ou 4 heures, je ne sais plus trop. 3 seulement. 3 seulement. Vous n'êtes pas venu par ici vendredi, ni samedi, ni dimanche, ni lundi. Non, mais vendredi, on était au boulot, on n'était pas en plateau. Non, moi, je ne vous ai pas vu ici. Les téléspectateurs ne vous ont pas vu ici. Donc, ça fait quand même un bon congé. J'espère que vous les aviez bien passés. On aura évoqué ces actes d'insécurité qui se multiplient au nord de Bana. On aura passé aussi deux minutes sur cette situation liée au statut actuel du stade de l'amitié à Cotonou. Et puis on dira 2 mots de l'investiture du président Diomaye Faye qu'on va commencer. Est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus maintenant, il y a des attaques qui ciblent curieusement les écoles et les commissariats? William, qu'est-ce que vous en faites comme analyse? C'est un regain que l'on doit observer parce que saluons la calmie que nous avons eue en matière d'insécurité de haute facture. Je n'ai pas forcément les mots les plus appropriés, mais cette insécurité terrifiante, terroriste, si vous voulez que je dise les choses comme ça. Il y a eu une accalmie après, dans la foulée, juste après la fête de l'indépendance, quelques jours avant, et jusque dans la période des fêtes de fin d'année, et même à cette époque-ci de l'année 2024, mes petites recherches m'envoient voir un Bénin moins emprunt, moins enclin aussi à cette vulnérabilité qu'on a connue à une certaine époque où chaque 2 jours, chaque 3 jours, un journal devrait nous informer, ou des correspondants en région des médias dans le Septentrion devraient nous informer, notamment dans la zone critique. Et à l'époque, il y a eu aussi beaucoup de missions. On a dû essayer de vraiment comprendre. Et quand on fêtait le 1er août l'an dernier, nous étions crispés sur notre capacité à résister en termes de logistique, en termes d'armes, à cette insécurité qui était devenue vraiment notre quotidien à un moment donné. Souvenez-vous du discours du chef d'État sur l'état de la nation, son message sur l'état de la nation il y a 2 ans. Donc, je me dis qu'on a eu une relative accalmie qui nous a fait croire peut-être que cette affaire du terrorisme ou de l'insécurité d'une certaine échelle, on l'avait sous contrôle, mais je pense que c'est un regain désormais. Je ne dis pas que l'attaque de Tangueta avec un instituteur et avec un enseignant, ou la seconde qui a suivi le lendemain, je ne dis pas que c'est du terrorisme. On n'a pas encore, les spécialistes n'ont pas encore identifié. Même qu'on fasse une focalisation sur les 2 institutions auxquelles ces hommes s'en prennent, les écoles avec les vols de vivres, les commissariats aussi. Ulrich, quelle interprétation? L'interprétation à faire, c'est que nous sommes dans un système où nous devons beaucoup plus faire attention aujourd'hui, et j'aime bien ce terme qu'utilise l'actuel ministre de l'Intérieur, qui parle de la coproduction de la sécurité. Parce que quand nous attendons toujours tout de la police républicaine, quand nous attendons toujours tout des autorités, ce n'est pas ça le problème. On ne peut pas dépêcher un policier ou un militaire derrière chaque citoyen. Et ce qui veut dire que chaque citoyen,
où qu'il soit, dans le hameau où il se trouve, doit être un vecteur de sécurité, doit être l'agent de sécurité de son voisin. Ce qui de plus en plus manque, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, parce que parfois nous nous figeons dans une sorte d'individualisme. On ne veut pas savoir ce qui se passe chez le voisin, on ne veut vraiment pas remarquer ce qui n'est pas de nature à créer un climat de peur, de sécurité autour de nous. Et tout cela concourt justement à l'expansion de l'insécurité autour de nous. Seulement qu'il y a certaines régions qui aujourd'hui deviennent beaucoup plus championnes, ou du moins enregistrent beaucoup plus ces cas, beaucoup plus la zone septentrionale. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Tangueta où cet enseignant a été froidement abattu, et notamment bien sûr. Est-ce que c'est un crime qu'on peut annexer à tout ce que nous avons déjà connu à travers les attaques des commissariats, les attaques des écoles? Est-ce que c'est un crime terroriste? On ne le sait pas encore, parce que pour l'instant les enquêtes se poursuivent. On peut aussi l'associer à des règlements de compte. N'occultons pas cette piste-là. C'est vrai que nous avons déjà eu des cas similaires. Nous avons vu un chef d'arrondissement qui a été disparu à Niki. Donc, ce sont des cas qui sont devenus récurrents. Comment se fait-il que des citoyens, chez eux, à des heures indues de la nuit, reçoivent des visites inopinées, des visites meurtrières, des visites qui en découdent avec leur vie? Ça pose un véritable problème. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la coproduction de la sécurité. Nous allons toujours indexer la police, peut-être, qui ne fait pas bien son travail. C'est ce que nous dirons peut-être. Nous allons dire que les autorités n'assurent pas toujours notre sécurité, puisque l'État est le garant de la sécurité de chaque citoyen. Mais nous devons comprendre que chacun de nous est le garant de la sécurité de l'autre. D'autant plus que quand nous observons des mouvements qui paraissent suspects dans nos environnements, nous devons pouvoir attirer l'attention là-dessus pour pouvoir protéger et notre vie et la vie des autres. Que l'on soit en face d'un acte terroriste, ou que l'on soit en face d'un crime ponctuel, ou que l'on soit en face d'un accident qui peut arriver, il y a que c'est quand même des actes d'insécurité, Franck. Et là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter sérieusement. Moi, je pense que ces actes d'insécurité, quel que soit leur degré, c'est que ça met à mal, disons, la quiétude des populations. Niki, Tangueta, Angara, Debout et tout, c'est la preuve que nous ne sommes pas loin de ceux-là qui font de la violence, disons, leur pitance, ceux qui font de la violence, ce qui nourrit un peu leur quotidien. Et quand ça se produit comme ça, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions sur, disons, notre système de renseignement. Je pense qu'au niveau de la police, des forces de l'ordre, des forces de sécurité et de défense, comme on les appelle aujourd'hui, en raison de la propension que prend aujourd'hui l'insécurité, on ne veut plus détacher un corps d'un autre, on veut travailler en synergie. On doit pouvoir développer le renseignement et donner plus de, disons, donner plus de confiance à ceux qui nous renseignent. Parce que ça se passe, des gens qui viennent attaquer, ils font leur provision. Tout ce qu'ils utilisent comme matériel, c'est que c'est en interne même parfois que tout cela est caché. Les vendeurs d'essence, des jeunes, disons, qui n'ont rien à faire dans les quartiers, on les enrôle rapidement. Et c'est même dans leur domicile parfois que les gens utilisent et ils cachent leur matériel et ils viennent pour intervenir. Parce que traverser la frontière avec, c'est pas chose facile pour eux. Et donc, il faut en sorte que, par exemple, vous voyez des bidons d'essence qui sont déchargés dans un entrepôt à des jeunes qui font le commerce normalement, alors que quand ils viennent, c'est peut-être pour faire des échanges avec eux pour avoir le matériel. Donc, c'est dit que nous côtoyons tous les jours ces gens-là, ces personnes-là qui sèment la violence, qui sèment la terreur. Mais à côté de tout cela, c'est que dans la sous-région, dans les pays qui sont limitrophes au Bénin, le phénomène n'a jamais cessé. C'est cela qui doit nous amener à être toujours aux aguets, à être toujours prêts pour riposter. Lorsque des gens viennent juste dans des écoles, incendier des écoles, voler des vivres et tout ça là, vous voyez, dans les environs des écoles, il y a des gens qui y vivent. Comment est-ce que ça se passe pour que
tous ceux-là, ils puissent véritablement traverser des contrées, traverser des localités, traverser des hameaux, sans que l'information ne soit remontée aux forces de l'ordre. Quel est le système que nous mettons en place pour vite alerter, pour qu'on alerte les forces de l'ordre? Donc, moi, je me dis qu'à ce niveau, il y a des détails que nous n'avons pas encore réglés. Il y a des détails que nous devons régler pour permettre aux populations d'être en connexion avec les forces de l'ordre. Tant qu'on ne fera pas ça, c'est que tout le temps, des gens vont venir traverser, des gens vont venir siéger, enfin, habiter chez des voisins, commettre leur forfait et s'en aller. Et comme on l'a dit, ce sont des problèmes qu'il faut prendre dans leur entièreté. Il faut adopter, disons, une solution holistique pour prendre tous les contours de la question. Si vous ripostez, c'est qu'on peut avoir même des pertes dans le rang de la population. Violence contre la violence, ce ne sera pas forcément la solution. Lorsque vous mettez l'homme au cœur de cela pour nourrir le renseignement, pour essayer de créer un lien de confiance entre la population et les forces de l'ordre, je pense que ça va mieux arranger la lutte. Je pense que nous le savons, que nous sommes dans un contexte de sécurité un peu tendu dans le nord du pays et que malgré le déploiement des forces de défense et de sécurité, notamment pour la cause de la menace aux terroristes, nous arrivons toujours à constater également quelques effets d'insécurité, surtout dans la vie de nos concitoyens. C'est fort déplorable et cela nous renvoie à l'exercice de ce qu'il faut davantage renforcer, n'est-ce pas, le système qui est mis en place, surtout dans ces grandes villes au niveau du Nord, pour anticiper sur ces menaces-là. C'est vrai qu'on n'est pas en train de parler directement d'une attaque terroriste, mais l'acte qui porte atteinte à la vie d'un concitoyen est assez suffisant pour qu'on puisse s'en inquiéter, pour qu'on puisse véritablement essayer de voir là où nous avons encore des failles au niveau du dispositif sécuritaire et essayer rapidement de fermer les brèches et de sécuriser la vie de nos concitoyens. C'est vrai que, comme on dit, cela ne remet pas complètement en cause la détermination de nos forces de défense sur le terrain. Nous savons que chaque jour que Dieu fait, ils sont véritablement mobilisés. Avec les moyens qu'on a mis à leur disposition aujourd'hui, ils sont plus aguerris à faire face à toutes sortes de menaces. Mais il y a toujours, n'est-ce pas, des fissures qui sont constatées et qui font... Dans la période où on les avait installés, d'une certaine manière, ce sont des jeunes qui sont souvent proches des populations. Et il n'y a pas que des jeunes dans ces regroupements. Ils sont parfois coiffés par des aînés du quartier, les chefs de quartier, les chefs de village et consorts. Donc, ils maîtrisent plus ou moins ceux qui circulent. Ils connaissent les autochtones. Ils connaissent ceux qui sont habitués des environs. Donc, quand un étranger s'y amène, directement, ça leur met la puce à l'oreille. Et rapidement, ils prennent des dispositions pour savoir. Cet étranger, il habite où? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qui. Et de fil à aiguille, on arrive à tracer le lien entre cet étranger et tous ceux qui sont dans la zone. Je pense qu'effectivement, cette brigade civile a donné un peu de sécurité, mais dans le même temps, pourquoi est-ce que cette brigade de sécurité a été, d'une certaine manière, supprimée? Des jeunes, toujours parmi cette brigade-là, des jeunes ont commencé par, d'une certaine manière, rançonner les civils qui rentraient chez eux les soirs. C'est arrivé dans certains quartiers. Et parfois, ils vont jusqu'à créer des coups de force d'une certaine manière pour pouvoir peut-être même, pas seulement rançonner, mais parfois attaquer certains citoyens. Et cette brigade qui devrait normalement servir de socle de sécurité ou de levier pour pouvoir accompagner la police républicaine,
devient d'une certaine manière une sorte de milice encore au service du gangstérisme. Donc, à un moment donné, ça a commencé vraiment par inquiéter. Est-ce qu'il fallait continuer avec cette milice qu'on n'arrivait pas toujours à maîtriser, mais où créer carrément supprimé. Donc, il y avait ce problème qui se passait. C'est vrai que ça a son bon côté, mais il fallait quand même trouver le bon moyen, la bonne formule, la bonne intelligence pour pouvoir maîtriser, quadriller cette milice-là, afin qu'elle soit d'une certaine manière source de renseignement. Parce que c'est ça, justement, le plus important. Parce que la milice est à connotation négative. Oui, William, avis sur ces brigades civiles. Avant de donner rapidement mon avis sur ces brigades, j'aimerais rappeler que 2 grands groupes en matière de terrorisme dans le monde sont chez nos voisins et rivalisent un peu d'ardeur sur nos territoires, notamment dans les zones rouges sur les cartes. On a par exemple l'État islamique au Grand Sahara qui intervient et qui a été reconnu selon des études, des recherches faites sur place, et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, quand vous voyez des attaques d'écoles et de commissariats, c'est normal, ce sont les symboles de l'État. Je paraphrase un universitaire dont j'aime beaucoup les ironies, qui dit souvent que lui, il est agent de l'État, mais il n'a jamais vu l'État dont il s'agit. L'État n'existe que par ses symboles. L'État, il existe quand vous voyez le directeur d'école dans votre localité, vous voyez l'hôpital à côté, vous voyez le policier à l'angle de rue. L'État existe par ses symboles et les symboles de la manifestation de sa puissance publique et des services d'utilité publique qu'il se met à donner. Donc, quand on veut affronter l'État, on n'affronte que ces symboles, et raison pour laquelle on affronte les commissariats et les écoles, comme nous le constatons. À donner plus de responsabilités aux civils. Si tout le monde participe, de la sécurité de tous, en y étant formés, et que les forces de l'ordre ont le moyen, à la moindre alerte, de riposter, d'intervenir, je pense que notre sécurité est davantage garantie que tout autre scénario. C'est vrai que dans ce débat-là, on va trop vite en besoin parfois en parlant d'actes terroristes. Les forces de l'ordre ou le haut commandement militaire pêchent parfois en ne communiquant pas sur... pas parfois, c'est tout le temps. Voilà, tout le temps d'ailleurs, en ne communiquant pas sur ces actes-là qui se produisent. Lorsque vous voyez, par exemple, une école qui est incendiée, c'est quel type de violence? Parce qu'on dit souvent... On ne réagit pas. On ne réagit pas et on ne donne pas l'information. On n'a aucune information officielle, en tout cas, sur les attaques concernant ces différentes écoles. Ce qui est intervenu en Garadébou, par exemple. On n'a aucune information, en tout cas officielle. Ça doit alimenter les supputations. Les supputations. On dit que c'est des individus non encore identifiés. Et vous savez, dans
dans les actes, dans les pays où il y a des actes terroristes, c'est qu'il y a des clans, des courants qui revendiquent, qui disent c'est nous qui avons frappé parce que nous revendiquons, nous faisons ci, nous faisons ça. Pour ces actes, on n'a pas souvent. Donc, parfois, on les assimile à des groupes de personnes, de malfaiteurs, des brigands. Donc, il faudra qu'on puisse éclairer la lanterne de la population sur le caractère de ces actes de violence que nous avons. Est-ce que c'est vraiment des terroristes? Est-ce que c'est des attépas comme ça pour des gens qui veulent régler des comptes ou bien qui revendiquent quelque chose? Ça, si nous n'avons pas l'information, ça ira dans tous les sens et ça n'arrange pas la vie. On va finir. Sur l'initiative des brigades civiles, c'est vrai que ça a montré un peu son efficacité, mais en même temps ses limites. Et je pense que c'est à ce niveau que le problème se pose véritablement. À un moment donné, on n'arrivait plus à contrôler les individus qui constituaient ce groupe pour vraiment assurer une sécurité rapprochée des populations. On avait commencé par noter quelques déviances, parce que ces mêmes personnes devenaient en même temps, se prenaient en même temps pour des forces de défense et de sécurité, et voilà, faisaient plus de pression et devenaient une menace pour la population locale. Et je pense qu'il fallait certainement mettre un peu de l'ordre ou complètement arrêter ça pour ne pas que cela dégénère. Vous savez ce que le port d'armes et l'usage d'armes crée aux États-Unis, parce que selon le principe de ce que chaque citoyen américain doit assurer sa sécurité, la sécurité de sa famille, on peut descendre dans une école, un jeune qui a pris des produits et fusille tout le monde. Enfin, nous voyons ça à longueur de journée aux États-Unis. Je pense qu'il fallait véritablement mettre fin à ça pour davantage sécuriser la vie de nos populations. Mais cela n'exclut pas que la sécurité des uns et des autres est vraiment de la responsabilité de nos forces de défense et de sécurité. Et nous savons qu'ils essaient véritablement de faire un travail. La coproduction qui est souhaitée, il faut davantage sensibiliser nos concitoyens à l'effet d'informer justement le chef quartier, les autorités locales, le commissaire, et également de ce que nous voyons, que nous observons, et qui ne tient pas du tout d'une logique dans notre environnement. Et cela peut davantage aider nos forces de défense vraiment à mieux agir. Alors, moi, je voudrais changer de sujet avant de changer d'axe sur la question des brigades civiles. Vous savez, Parakou a fait une belle expérience en la matière quand l'honorable Charles Tokor, alors maire, était encore aux commandes, où il avait véritablement, organisé ces jeunes-là qui assuraient la sécurité dans les quartiers, à certains carrefours. Mais il s'est proposé à un moment donné, il s'est posé un problème où il y avait un chevauchement entre le rôle de la police qui assurait elle-même la sécurité à travers les patrouilles diurnes et nocturnes et le rôle de ces brigades civiles. Ensuite, l'autre problème qui s'est posé, c'est le problème de moyens. Parce que la commune n'avait pas véritablement les moyens de pouvoir doter ces jeunes-là en matériel. Le peu que le maire a pu faire en invitant même les cadres de la localité à mettre la main à la pâte, en invitant les populations à les aider lorsqu'ils les trouvent en train de travailler. Bon, ça avait baissé sensiblement l'insécurité à Parakou. Mais le problème de moyens s'était posé, et puis le cadre légal dans lequel les jeunes devraient travailler. Parce que là, il faut les protéger également. Lorsque vous prenez un voleur dans la nuit, quelles sont les preuves que vous avez que c'est véritablement un voleur? Quelqu'un qui traîne par exemple la moto sur une longue distance, vous l'appelez, vous dites, mais les pièces de la moto sont où? Il est dans l'incapacité de vous présenter ces pièces-là. Il le confie à la police qui garde la personne pour les besoins d'enquête. Donc, vous voyez, il y a eu ces petits problèmes-là qui s'étaient... Ça ne se passait pas comme ça. D'abord, la personne se fait tabasser avant de répondre aux questions. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. Lorsque vous arrêtez, vous prenez la route d'escampette, vous voyez... En fait, il se posait effectivement un problème de moyens et de formation. Parce qu'effectivement, ce sont souvent des jeunes qu'on prend comme ça, parce qu'on estime que c'est des jeunes qui circulent de façon volontaire et qui sont là et qui maîtrisent pratiquement tout ce qui... Et en plus, l'autre aspect de sélection parmi ces jeunes-là,
c'est que souvent, on regarde parmi ces jeunes-là, ceux qui sont un peu téméraires, à la limite, excusez le mot, un peu timbrés, qui sont capables de ramener les autres à l'ordre, de les rappeler à l'ordre, d'une certaine manière de jouer à l'ordre, d'une certaine manière, et veiller la nuit. Et quand de veiller avec du café fort, justement, maintenant, quand le café devient trop fort, c'est sur la population qui en pâtissent. Enfin, vous savez, nous, on avait un groupe comme ça, en fait, au quartier à Parakou, c'est le quartier Titirou, parce qu'à un moment donné, dans ce quartier, c'était vraiment réputé être un quartier où on hébergeait beaucoup en griffe. Voilà, donc il fallait vraiment prendre la mesure de la situation. Donc un groupe avait été constitué pour ça. Et donc, après la suite, c'est des histoires qu'on ne peut plus gérer. Les sages du quartier s'étaient mobilisés pour trouver une solution. Mais vous savez, quand vous confiez cette responsabilité à des jeunes, à un moment donné, ça leur prend la tête. Ils se considèrent comme des jeunes forts du quartier, voilà, et donc ils vous empêchent d'aller voir vos l'abus parfois. Ils vestent dans l'abus. Peut-être vous êtes de retour quand vous devenez rivaux, ils vous surveillent partout, même devant votre maison, et vous êtes interdit de sortir parce que vous avez cette expérience. Non, je partage. Non, lui, il est pas l'expérience de Eric, je partage l'expérience de Eric. Allez, moi je change de sujet, les gars. Le temps il est même parti. Sachant que le sujet sécurité vous intéressait. Hier, vous aviez fait l'amour quand on avait parlé. Oui. Non, j'ai vécu une expérience personnelle par rapport à cette histoire de brigade civile et qui m'a vraiment inquiété. J'ai quitté le service un jour aux environs de 2h du matin après avoir travaillé et je rentrais chez moi, j'ai senti qu'il y a une moto qui me filait. Effectivement, je l'ai remarqué. Bon, quand je commence pas à accélérer, la moto accélère, je ralentis, la moto aussi ralentit. Donc, j'ai l'impression souvent que je ralentis là où il y a la lumière. Et à un moment donné, quand je suis rentré dans le quartier, je vais nommer précisément Dakumbi, dans la période là, et j'étais rentré dans le quartier, j'ai vu effectivement les jeunes de la brigade, je ne les connaissais pas. Je me suis arrêté et en même temps, je leur ai dit, écoutez, j'ai senti qu'il y a une moto qui me suit. Ils m'ont dit, non, grand frère, ne vous inquiétez pas, on vous connaît, allez-y seulement. Bon, pour moi, je me suis dit, bon, je me suis débarrassé de la moto, je ne sais pas qui est derrière moi, je suis rentré chez moi. Et dites-vous que la maison est à plus de 500 mètres du barrage. Moins d'une heure après, ils sont venus taper à ma porte, précisément à ma porte, en me disant, tonton, on l'a arrêté, effectivement, c'est un voleur, l'autre a pris la fuite et tout ça. J'ai apprécié le geste, mais je me suis posé une seule question. Donc, ils connaissent avec précision où j'habite, la chambre dans laquelle j'habite, et sincèrement... Ils vous ont dit qu'ils vous connaissent. C'est là où je vous dis... En plus, vous êtes une star de télé. Non, en soi, moi, justement, je n'étais même pas encore à Canal 3. Donc, figurez-vous que je me suis posé plein de questions. Allez, on va dire deux mots rapidement sur le destin du stade. Et on va remettre le sujet de Diomaye Faye pour demain. Nous avons dépensé 13 milliards. On nous donne 24 heures de vie d'être président déjà. Oui, aujourd'hui, demain, on a beau on va voir ses premiers pas. Pendant 24 heures au moins, on le verra à l'œuvre pour ses premiers pas. Alors, nous avons dépensé 13 milliards. Et à moins de 2 ans, l'infrastructure sur laquelle... En moins de 3 ans. En moins de 3 ans. Déjà 2 ans. Déjà 2 ans? Oui. Ah, tiens. Bon, ok, d'accord. En moins de 3 ans... 13 milliards. Pourquoi vous riez? Oui. D'accord. Eric? Non, je pense que c'est préoccupant parce que ça dépasse l'entendement. Quand un citoyen apprend que le stade qu'il aime le plus au Bénin a été déclassifié, n'est-ce pas? Or, on a dépensé ce budget pour la reconstruction, ça pose un problème. Et c'est vrai que moi j'attends qu'on explique véritablement là où le problème se situe. Et quand j'ai écouté le conseil spécial au ministère des Sports sur le sujet, c'est l'entretien qui a manqué après la réflexion. Parce que on parle par exemple du gazon. Nous savons que c'est du gazon vert, si ce n'est pas du synthétique. Et donc, quand même on a fait l'acquisition de ces gazons pour l'installation, il fallait aussi assurer vraiment l'entretien, certainement selon un agenda, de façon quotidienne, de façon hebdomadaire. Je pense que ce suivi a manqué.
Et vous savez, la CAF, c'est une grande organisation. Quand on observe un peu les stades, ça fait partie des éléments, n'est-ce pas, d'appréciation. Et bien d'autres détails également, les sièges, la cabine de presse et puis tout ça. Donc je pense que c'est des défauts qu'on a identifiés et qu'on a estimé que nos stades ne répondaient plus véritablement aux normes. Il fallait donc disqualifier cela et cela nous met en difficulté. Le même conseiller il faisait savoir également que actuellement au niveau du ministère on est en train de travailler pour essayer de revoir ces observations faites par la CAF et d'entreprendre la démarche d'une nouvelle homologation. C'est préoccupant, il faut avoir le courage de le dire, c'est vraiment préoccupant. Non, parce que définir des fois dépenser, mettre un milliard quelque part et voir dépenser autant d'argent et constater qu'on est dans le baba. Il faut avoir le courage de dire que aujourd'hui, quand de pareilles situations s'imposent, il faut identifier les responsables. Il faut qu'on le dise. Il faut identifier les responsables parce que si on a dépensé de l'argent, c'est pour avoir un résultat. Et si le résultat n'est pas au bout de l'effort ou du sacrifice consenti, c'est qu'il faut identifier là où le bas blesse. Aujourd'hui, le mal est déjà fait. Et c'est le Bénin qui en sort perdant. Il y a des matchs en juin que nous allons bientôt perdre parce que nous ne pourrons pas les jouer sur nos installations. Et c'est le Bénin qui est perdant. Parce que imaginez un peu déjà ce que cela peut créer comme engrangement financier et autres, tout ça. Donc, nous perdons d'une certaine manière. Et l'autre aspect encore, c'est que quand est-ce qu'on se pose la question, quand est-ce que les choses vont revenir à la normale? Parce que c'est le seul stade au Bénin qui soit homologué par la FIFA. Le seul. Et que ce seul stade soit déclassé, il y a matière à réfléchir. Non, c'est un manque de rigueur à décrier avec la dernière rigueur. Sous une ère où on prône rigueur et beaucoup de gestion soi-disant transparente et très claire. Parce que autant de deniers publics dans une infrastructure de cette envergure, et moins de 3 ans après, on se voit. Ne me dites pas que les règles de la FIFA ont évolué en matière de normes de vestiaire ou de normes de tribune presse ou de normes de gradins en quelques temps, en moins de 2 ans. Je sais que les normes sont très évolutives, les règles sont très actualisées, mais ne me dites pas qu'en moins de 3 ans, que les règles ont évolué à ce point, au point où on nous a... on trouve aujourd'hui trop exigu le cadre dans lequel nous mettons les joueurs et n'oublions pas le contexte. Tout est parti de ce match de mi-juin 2023. 2023. Les éliminatoires de la CAN 2023 avec le Sénégal ici où sur une question sécuritaire déjà nous avons échoué. On a eu 2 morts à la suite. Justement, on a eu 2 morts sous nos bras et on a parlé de deux mesures, parce qu'on a parlé d'enquête administrative et d'enquête judiciaire. Aucune des deux n'est arrivée avant le départ de Omeki, peut-être l'arrivée de Dato. La justice a un rythme et prend son... Bon, en attendant le rythme, les Sénégalais se sont sérieusement plaints. En attendant le rythme, en attendant votre accélération ou votre décélération, les Sénégalais se sont sérieusement plaints de l'état de la pelouse, de l'état des vestiaires, bref. Tout ça aujourd'hui a compté. En octobre dernier, l'alerte venait déjà de la FIFA presque. Et la FBF a semblé relayer ça. Aujourd'hui, c'est confirmé. Je ne sais même pas pourquoi on en a fait un secret de polichinelle et finalement, avant de le démentir. Moi, je pense qu'il faut un peu plus de rigueur et de sérieux parce que tout se voit là en termes de suivi. Si nous avons eu une finale à jouer ailleurs,
alors qu'on a dit que le cap c'est le mondial, parce qu'on n'a pas pu aller à la CAN. Maintenant l'objectif c'est le mondial. Point d'interrogation. Je peux comprendre pourquoi le Bénin, lorsqu'on parle de compétition mondiale, sous-régionale et tout ça, nous allons et nous cassons la figure, nous revenons chaque fois à domicile. C'est quoi le lien avec le stade? Oui, parce que si les infrastructures qui doivent servir à nous entraîner, à nous mettre aux normes, les infrastructures qui doivent permettre de rouler le ballon, si ces infrastructures ne sont pas gérées avec rigueur, c'est que ça a un lien avec les résultats que nous produisons dans le domaine. Et moi, lorsque je vois la volonté politique affichée, où on a envie de changer les choses au niveau du football, et que les responsables, ceux à qui on a confié la gestion de ces infrastructures, en viennent à mal gérer au point de nous amener à ce stade-là, au point de nous amener à être déclassés. Lorsqu'on parle du stade général Mathieu Kérékou, on n'en a plus un autre de cette norme-là. Et donc, moi, je pense que, comme l'a dit William et comme l'ont dit Eric et puis Ulrich, il faut situer les responsabilités. Qu'est-ce qui a pu se passer? Dans un pays sérieux, lorsque ça se passe comme ça, on situe les responsabilités et on dit qui a fauté pour qu'on en arrive là. Parce que ce n'est pas bien normal. À un moment T de l'histoire, c'est que on a reconnu, on a homologué le stade. C'est pas qu'on a mal fait, on a respecté les normes. Mais dans la gestion, on a mis de la légèreté. Et voilà où nous en sommes. Donc, il faut situer les responsabilités. On ne doit pas laisser cela et dire on a été déclassé, ou on donne des explications à point fini. Donc, moi, aujourd'hui, il faut situer les responsabilités. Et si possible. 13 milliards, je ne sais pas pour combien d'infrastructures au Bénin vous connaissez le montant. Si vous criez trop le montant, pour les rares infrastructures dont vous connaissez les coûts, vous risquez de ne connaître finalement même si c'est un franc du contribuable, ça doit préoccuper et ça peut même révolter parce que pendant ce temps, nous avons des salles de classe qui sont adéquates. Moi, j'ai vu des images de salles de classe, par exemple, à Demsourou, quelque part, à Waké ou dans la Donga. Vous allez trop loin, même dans le mono. Dans le mono, où des enfants sont là, où le mur tombe, blesse des enfants, on les amène à l'hôpital, des enfants qui vont en soins intensifs. Pendant ce temps, on dépense 13 milliards dans le football, on met 13 milliards dans un stade, on gère mal, et on dit on est déclassé, et l'information passe, on ne nous dit pas qui est responsable. Non, c'est trop facile. Moi, je pense que c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Et même dans ce besoin de responsabiliser, il nous faut savoir, aujourd'hui, la gestion du stade incombe à quelle structure? Nous savons qu'il y a une direction des stades. Est-ce que c'est toujours la direction du stade? Nous savons également qu'il n'y a que le stade a été confié à un club sportif qui généralement vient faire son entraînement. Parce que le problème qui se pose en termes de suivi justement et d'entretien, il faut pouvoir trouver une structure. Est-ce que c'est la société qu'on a créée qui s'occupe des infrastructures de l'État? Et donc, est-ce que c'est le ministère des Sports qui doit pouvoir décaisser des fonds pour que le stade soit entretenu comme cela se doit, pour que cela soit toujours au jour? Et donc, il n'y a que au niveau, de façon structurelle, on ne sait véritablement pas. À qui revient l'entretien, le suivi? Et vous savez, le plus triste dedans, c'est que toutes vos questions ne trouveront personne pour des réponses. Bon, aujourd'hui, on est... La parole du gouvernement. On va passer un coup de fil à la on verra, mais aussi nous aussi du sport. J'allais ajouter sur la liste des structures, j'allais ajouter la FBF. Nous entretenons une hypocrisie collective. Vous allez voir le jour en Conseil des ministres, on va citer des noms, il commençait par dire on les met en examen. On va crier le nom de Talon sur tous les toits et dire il veut encore emprisonner des innocents. Il veut emprisonner des pères de famille. Et sur la liste des structures, j'allais ajouter la Fédération de football. Oui, justement. Peut-être avec qui on peut peut-être se tourner pour... En tout cas, je vais mettre la journée à profit, voir si quelqu'un va s'intéresser. La fédération, ce n'est pas le stade. Le stade du Bénin, c'est d'abord l'État béninois. C'est le ministère des Sports d'abord. Mais je me suis aussi posé toujours une question. Pourquoi ce choix d'investir 13 milliards là pour rénover une infrastructure? Est-ce que 13 milliards ne suffirait pas pour peut-être construire un autre stade ailleurs? Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver autre moyen? Vous avez vu les coûts des stades moi, je ne sais pas. à Abidjan?
et aux alentours. Un stade, c'est pas... Aujourd'hui, un stade aux normes, ce n'est pas 13 milliards. C'est beaucoup plus coûteux. Et quand on est pour la mémoire de ce que... Ça veut dire que plus jamais on construira de stade au Bénin, c'est ça. Ce n'est pas ça, mais, oui, mais on a gagné à sauvegarder l'acquis. On a eu l'avantage de sauvegarder l'acquis de ce que le stade de l'Amitié représente pour ce pays. Et d'une manière ou d'une autre, l'âme ne disparaîtra pas, l'âme de ce stade. Et surtout, ce contexte amène davantage à tenir rigueur, à maintenir ce stade aux normes pendant des années, sinon à ne laisser le stade se déclasser, à ne plus jamais laisser le stade se déclasser, parce que là, ça commence par engranger beaucoup de devises des Béninois. Oui. Je vous souhaite passer une très bonne journée. Demain, on va se voir. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Vous suivrez juste après moi la revue de presse. Bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Fraternité nous apprend que suite à sa brillante élection en tant que président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est félicité par 3 organisations africaines. Africa Jom Center, le JPLA et le GRDS Afrique adressent leurs vives félicitations ainsi que tous leurs vœux de réussite à la tête du Sénégal en vue de la prospérité et du bonheur du peuple sénégalais. Les 3 organisations africaines, toutes résolument engagées pour l'intégration sous-régionale et régionale, prennent acte et se réjouissent de l'engagement du nouveau président de demeurer dans la CEDEAO et de contribuer aux réformes urgentes, nécessaires et pertinentes. Enfin, l'UJPLA, le GRDS Afrique et Africa Jom Center voudraient lancer un vibrant et instant appel à tous les pays africains afin de suivre la voie de la cession au pouvoir par des élections claires, nettes, démocratiques, transparentes et crédibles. De son côté, l'emblème du jour nous annonce pour ce jour l'investiture du président élu sénégalais et décline l'identité de quelques chefs d'État qui seront présents à la cérémonie. Élu avec 54,28% des voix, Bassirou Diomaye Faye va officiellement entrer dans ses nouvelles fonctions ce mardi 2 avril 2024. Cette cérémonie qui se tiendra au centre de conférence Abdou Diouf de Dakar connaîtra la présence de plusieurs chefs d'État. Selon les informations du quotidien, le président malien Assimi Goïta, le Gambien Adama Barrow et le Bissau-Guinéen Oumaro Sissoko Embalo ont confirmé leur présence. Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, sera également à Dakar pour assister à cette prise de fonction aux côtés du Mauritanien Mohamed El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Le président de la transition de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, est aussi attendu sur place. Le matinal, pour sa part, nous rapporte les clarifications du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin suite à l'échec d'une tentative de visite de Rekia Amadougou à la prison civile d'Apromisérité par un groupe de députés du Parti Les Démocrates mercredi 27 mars 2024. À travers un communiqué en date du 29 mars 2024, le directeur général de l'APB précise que les intéressés ne s'étaient pas conformés aux prescriptions régissant l'accès à un détenu. L'intégralité du communiqué est à lire à la page 2 du quotidien. Mesdames et messieurs, les représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication seront bientôt désignés. Le dépôt des dossiers de candidature étant d'ores par un carnet noir. Le corps sans vie d'un aspect au métier d'enseignant a été retrouvé par les habitants de la commune de Tangueta au petit matin du dimanche 31 mars.